Il y a un truc qui me turlupine, alors je voudrais essayer de le solutionner en vous en parlant. C'est à partir de deux rêves qui m'ont laissé des points d'interrogation. Point d'interrogation parce que le même élément, à savoir un L, la lettre L, apparaissait dans les deux rêves, à quelques jours de distance. Ça me pose déjà une question de méthode. Il y a une époque où je pouvais écrire des articles, voire des bouquins de théorie pure, avec énormément de mathématiques, de la topologie. Il se trouve que j'ai relu il y a quelque temps là, des articles que j'ai écrits il y a 20 ans, 50 pages, rien que des maths. Quelquefois, on dit, et c'est l'option de Lacan, une bonne théorie, ça suffit. C'est l'option de Lacan parce que il l'a piqué à Kojève et à Koyré, historien des sciences, dont il a suivi l'enseignement école pratique des hautes études. Pour Koyré, c'est ça qui fait avancer les sciences, c'est le fait d'avoir une bonne théorie. Bon, ce que je conteste, parce que oui, une bonne théorie c'est important, mais il faut d'une part la vérifier par la pratique, et l'histoire des sciences montre que parfois les observations ont montré que la théorie se cassait le nez sur un certain nombre de trucs, et donc il fallait trouver autre chose. Je donne un exemple. On sait que Einstein a fabriqué sa théorie à partir, je ne dirais pas à partir, mais en tout cas il y avait une petite différence entre l'observation et ce que les calculs de la théorie pour l'orbite de Mercure. C'était une avance de 3 secondes par siècle, je crois, pour l'avance du périhélie de Mercure. Mais avec les calculs, faut-il prendre exemple sur la physique ? Pourquoi pas, à condition de ne pas assimiler la psychanalyse à la physique. Mais ma foi, pour ce qui est de l'histoire des sciences, ça peut nous amener des éléments. La théorie de la relativité fonctionne super bien pour expliquer le mouvement des planètes, des étoiles, mais pour ce qui est du mouvement des étoiles dans les galaxies, c'est une observation d'une astronome américaine, une femme, qui a montré que les étoiles qui étaient au bord des bras des galaxies, de toutes les galaxies, tournaient beaucoup plus vite que ce qu'elles auraient dû. Ce qu'elles auraient dû en fonction de la masse de la galaxie. Ceci calculé dans les données de la théorie de la relativité. Donc il y a deux solutions. Ou il faut refonder la théorie parce qu'elle ne va pas, ou on suppose qu'il y a plus de masse que prévu, donc on invente un concept, la matière noire, celle qu'on ne voit pas, et qu'on n'a jamais pu repérer depuis. On ne sait toujours pas ce que c'est. Donc on reste toujours dans cette interrogation, changer la théorie ou trouver la matière noire. Et c'est la même chose pour ce qui est du mouvement des galaxies lointaines, elles s'éloignent toutes les unes des autres. Ce qui a amené à la théorie du Big Bang. Parce que si elles s'éloignent toutes les unes des autres, si on fait le mouvement à l'envers, ça veut dire qu'à un moment, elles étaient toutes au même endroit. Mais vu que la loi de l'univers, c'est la gravité, la loi qu'on connaît et qu'on peut mettre en équation d'une manière très simple, pourquoi les galaxies s'écartent-elles les unes des autres au lieu de se rapprocher ? Alors, l'explosion du Big Bang, oui. On a le modèle d'une explosion sur Terre. Quand il y a une explosion, les débris s'envolent. Oui, ils s'écartent dans tous les sens, comme les galaxies. Ah oui, mais à un moment, ils ralentissent et ils retombent. Alors que les galaxies, non seulement elles s'éloignent les unes des autres, mais elles s'éloignent de plus en plus vite. Pas du tout comme dans le modèle d'une explosion sur Terre. Donc si elles s'éloignent, c'est qu'il y a une énergie qui les pousse. On ne la connaît pas, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc deux solutions, ou il faut refonder la théorie parce que là elle ne marche pas, ou il faut supposer une autre énergie qu'on ne connaît pas, l'énergie noire. Voilà.
Donc j'ai arrêté de faire des articles uniquement de théorie pour avoir une bonne théorie, ce qu'avait fait Einstein. Et il s'est avéré qu'elle marche, puisqu'elle marche, mais elle a ses limites. Et on est aux limites. Moi, je suis passé par une phase où j'essayais à tout prix de faire coller la théorie, ma topologie, avec la pratique, c'est-à-dire ce que je rencontrais avec mes analysants, notamment le fait que je rêve de mes analysants. J'ai essayé de mettre ça en équation, en formule topologique. Puis j'en suis venu à laisser tomber les formules topologiques, pensant que ça n'amenait pas grand-chose, qu'il était plus important que je continue à travailler sur mes rêves à moi. Parce que mes rêves à moi, j'y ai directement accès. Et quand une idée me vient à propos d'un rêve, par association, ben, il est vrai que l'idée m'est venue. Donc, c'est incontestable. Même si plusieurs idées peuvent me venir, et plusieurs idées contradictoires. Et c'est ça le problème. Donc, c'est ça que j'ai envie de travailler avec vous aujourd'hui. Alors, passons directement dans le vif du sujet. Premier rêve qui m'intrigue beaucoup. Mon frère Michel rentre son vélo dans l'ascenseur et moi ensuite je rentre et j'ai beaucoup de mal à rentrer parce qu'il y a déjà lui, il y a déjà le vélo, l'ascenseur est petit, je reste pratiquement sur le seuil de l'ascenseur. Et je suis tourné vers lui, vers le fond de l'ascenseur donc. Et je vois que les portes derrière se referment mais s'ouvrent à nouveau. Pourquoi ? Parce que j'ai les fesses qui ont dû couper le rayon du laser qui fait ouvrir les portes. Alors, je m'enfonce un peu plus vers l'avant et les portes peuvent se fermer. Et là, je ne sais pas pourquoi, je m'enfonce tellement vers l'avant de l'ascenseur que je me retrouve dans une espèce d'encoignure de l'ascenseur qui s'avère être en forme de L, comme dans le schéma ci-contre. Donc je suis dans cette partie du L et mon frère est dans l'autre partie du L avec son vélo. Et voilà mon frère qui dévisse deux petites ailettes comme des papillons de vélo qui se trouvaient être en bas de la porte de l'ascenseur. Il dévisse ça avec un tournevis. Alors que ce sont des ailettes, ça peut se dévisser à la main. Bon. Et arrivé en bas, nous sortons de l'ascenseur, enfin c'est moi qui me retrouve en première position pour sortir, et je vois que plein de monde attendait, et je me crois obligé d'expliquer à tous ces gens que ça a pris un peu de temps parce que mon frère a mis du temps à rentrer son vélo dans l'ascenseur. Bon, l'interprétation a été assez vite trouvée, à savoir que j'ai un soupçon de viol de la part de mes frères, là il s'agit seulement de mon frère Michel. Effectivement, il a du mal à faire rentrer le vélo, c'est-à-dire son phallus. Le vélo, c'est un truc qui se met entre les jambes, c'est son phallus. Rentrer dans l'ascenseur, ça veut dire rentrer dans moi, même si c'est moi qui rentre en deuxième. C'est moi qui rentre en deuxième, mais c'est mes fesses qui, effectivement, coupent le rayon laser qui commande l'ouverture-fermeture des portes. Autrement dit, ouverture-fermeture de l'orifice. Je me bourre un peu pour fermé. Malgré ça, le vélo est quand même à l'intérieur. Pourquoi je me retrouve dans cette encoignure, l'autre partie du L, c'est là où le L me pose problème. J'ai évidemment pensé à l'initiale du prénom de mon père, qui s'appelle Léon. L comme Léon. Et donc on se retrouverait en fait, non pas, c'est une des interprétations qui m'est venue aussi, c'est qu'on est tous les deux dans le ventre de ma mère. Et là, on y serait, le ventre de ma mère, ça serait en fait le L de mon père. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je sais, ou j'ai su quand j'étais enfant, que je venais du même ventre que mes frères, et donc j'ai dû m'imaginer qu'à un moment, on y était ensemble. Et que le phallus de mon père venait nous déranger quand il faisait l'amour à ma mère. Mon frère aussi venait me déranger en venant faire l'amour à moi. Et peut-être mon père aussi, du coup. Donc tout ça se mélange dans mon esprit d'enfant, sans doute pas dans le fœtus que j'étais, mais dans l'enfant que j'étais, et qui s'imagine inconsciemment
comment ça se passait là-dedans, hein, avec mon frère, son phallus, et être dans mon père en même temps, puisque c'est une époque où je faisais sans doute pas la distinction mon père, ma mère. Voilà l'interprétation possible du duel. Quant aux papillons que mon frère dévisse, ils sont au bas de la porte, ce qui indique que c'est les papillons qui tenaient ouvert-fermé la porte. Donc lui, il ouvre, tandis que moi je me suis bourré pour fermer. Donc ça accréditerait l'hypothèse du viol. D'autant que ces papillons sont des papillons de vélo, de roue de vélo. Or, elles ne sont pas sur la roue de vélo, mais elles sont sur la porte. Ce qui, sur une roue de vélo, ça s'explique, ils sont des deux côtés, et si le vélo est le phallus, les deux papillons sont les couilles. Donc, il les enlève, il les dévisse. Effectivement, s'il me viole, il me met en position féminine, il me castre. Il enlève les papillons. D'autant que ma mère, quand j'étais petit, appelait mon zizi le papillon. Donc c'est une castration qui concerne aussi bien les couilles, dans le sens où elles sont de chaque côté de la roue de vélo ou l'ensemble du phallus, dans la mesure où ma mère l'appelait le papillon. Et à la fin, je me sens vaguement coupable, voilà, comme toutes les victimes, coupable d'avoir fait attendre les gens au bas de l'ascenseur et me sentir obligé de leur expliquer que c'est mon frère qui avait du mal à rentrer son vélo. Il avait du mal à me rentrer dedans. Mais moi-même, là, je suis rentré dans le ventre de ma mère, ce qui n'est pas permis du tout, mais c'est un fantasme. Donc peut-être que le reste est aussi un fantasme. Hein. Je retrouve la même question qu'à propos de la matière noire, hein, où ma théorie est fausse, ou c'est la réalité qui est fausse. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé, mais que c'était juste un fantasme que je me suis fait dans mes ratiocinations d'enfant. Deuxième rêve. Je suis avec des amis ou un groupe de touristes dans un pays étranger. Nous attendons l'avion. En attendant, je vais me balader. Le guide m'informe qu'il va peut-être y avoir de l'orage et que ça peut être dangereux. Bon, moi, je vois le ciel bleu, pas de problème, j'y vais quand même. Et je pars d'une place, une petite place de la ville, et je franchis un petit muret. Et là, je me retrouve sur la plage, avec la mer. Je vois un golfe, la mer, la plage en arc de cercle, longé de baraquements qui pourraient être des cafés. Et là, tout d'un coup, il fait très sombre, comme si un énorme nuage arrivait. Ah, est-ce que ça serait l'orage que l'autre a prédit ? Non, moi ce que je pense dans ma tête, c'est pas du tout à orage, c'est qu'un immense navire passe sur la mer et que c'est son ombre qui assombrit comme ça le paysage et moi-même. Et puis dans mon rêve même, je me dis non, c'est pas possible, un navire peut pas être aussi grand. L'ombre ne peut pas être aussi grande, c'est pas possible, et je trouve tout de suite une autre explication, vous voyez, comme pour la matière noire ou l'énergie noire, et il se trouve que c'est pour expliquer le noir, effectivement. Je trouve une autre explication qui est, c'est un brouillard, et effectivement, je me vois littéralement enveloppé de brouillard, c'est-à-dire je fabrique l'explication dans mon rêve, comme j'avais fabriqué l'explication de l'ombre du bateau. Donc je me sens pas à l'aise du tout dans ce brouillard, j'y vois plus rien. Je me dis, il vaut mieux retourner. Il est tellement épais que j'y vois à peine. Je vois à peine mes pieds, et donc j'avance en me mettant les mains sur un baraquement. J'avais vu des baraquements qui longeaient la plage. Donc là, je longe une cloison en bois, et je vois que j'ai juste la place pour mes pieds entre le bas de la cloison et la mer qui arrive là, et les vagues arrivent jusqu'à mes pieds, parfois arrivent un petit peu plus loin, ça me mouille un peu les pieds. Mais enfin, j'arrive au petit muret que j'avais franchi, je le refranchis de l'autre côté, et avec un soulagement, je me retrouve sur la petite placette. Cette petite placette qui me fait penser à la place centrale de Béjaïa, en Algérie, où je suis allé pour 2 ou 3 colloques. Interprétation. Enfin, j'ai déjà semi-interprété en comprenant comment le rêve
fabrique des explications pour ce qui est inexplicable quand on le voit. Je franchis le petit muret, donc malgré l'interdiction du guide. Le guide, ça peut être mon père. Le père qui dit attention, je vais gronder. L'orage, ça va gronder. Mais je n'en tiens pas compte. Je franchis le petit muret, je me retrouve où ? Dans la mer. La mer, c'est-à-dire comme dans l'autre rêve, à l'intérieur du ventre de ma mère. D'ailleurs, il y a des cafés, c'est des vieux baraquements, mais ça indique que c'est très ancien, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans des cafés ? On va y boire. Donc c'est l'idée que c'est soit la mamelle, soit le cordon ombilical qui me permettait de me nourrir. Sauf que intervient cette ombre, cette sombritude soudaine et menaçante, qui pourrait être le bateau, qui peut être quoi ? Eh bien, justement, le grondement du père, c'est-à-dire que le bateau serait le phallus du père. C'est-à-dire l'idée, encore une fois, sous une autre forme, que le père vient me déranger en tant que fœtus dans l'utérus maternel en faisant l'amour à ma mère. Ce qui n'est peut-être qu'une transposition des sentiments oedipiens que j'éprouvais quand j'étais enfant. Je transpose ces sentiments dans l'intérieur du ventre de la mère, mais l'autre théorie n'est pas à rejeter non plus, celle que j'aurais pu avoir des traces de cette chose dans le ventre de la mère, des traces mnésiques de mon père faisant l'amour à ma mère. Bon, d'autant que le bateau, c'est mon grand-père, je le sais, puisque mon grand-père a fait fortune sur les bateaux. Pour moi, le grand-père, c'est le bateau. Et même encore aujourd'hui, je fais régulièrement, quand je ne me rends pas compte que j'écoute quelqu'un, etc., je fais un petit mouvement comme ça d'un doigt sur l'autre. Et quand je regarde, qu'est-ce que je dessine ? Je dessine un bateau. Ça ne me dérange absolument pas, c'est pas un symptôme, c'est juste une inscription dans le corps du bateau mon grand-père, dont je porte le prénom en deuxième. Mon grand-père s'appelait Auguste, je m'appelle Richard Auguste. Très archaïque tout ça, n'est-ce pas ? Et c'est bien mon père qui m'a transmis le prénom de son propre père. Il me l'a transmis comment ? Déjà en me transmettant la vie par son phallus à l'intérieur de la plage, le ventre maternel. Donc j'ai peur de lui, j'ai peur de l'orage, j'ai peur du grondement, j'ai peur du brouillard, je vois rien. Enveloppé dans ce coton-là, je suis comme enveloppé dans les tissus de l'utérus et je cherche à sortir, c'est-à-dire à naître une nouvelle fois. Je me retrouve sur cette petite place. Pourquoi Béjaïa ? La seule explication qui m'est venue, c'est qu'une fois j'ai raté justement l'avion pour y aller. Pourquoi ? Parce que j'avais appris que mon médecin-chef et sa femme venaient au même colloque que moi. Or, nous avions eu quelques différends et je n'avais pas du tout envie de me retrouver avec eux dans le même avion et ensuite dans le même colloque. Donc je me suis arrangé pour oublier mon passeport et en arrivant à l'avion, et dans mon rêve, on attend l'avion, effectivement. Donc je ne suis pas allé à ce colloque-là, je suis allé à d'autres. J'aime particulièrement cette petite placette à Béjaïa, qui est très belle, avec vue sur la mer. C'est une falaise. La placette donne sur le vertical, ça tombe dans la mer. C'est très beau, c'est le côté positif du voyage. Le côté négatif, c'est le grondement du père, c'est-à-dire du chef de service, qui m'a empêché de faire ce voyage une fois. Et là, je fais quand même le voyage de retourner dans le ventre de la mer. C'est de ça dont il est question. Mais j'ai pas fini tout le rêve. Ça, c'est une partie. L'autre partie du rêve, qui continue après, c'est que je roule sur une route, pas très précise, en voiture, je suis seul dans ma voiture. Je m'engage sur un pont de béton qui passe au-dessus d'une vallée. Et tout d'un coup, je m'aperçois que le pont s'est effondré. Et le pont a une forme de L, comme mon ascenseur de tout à l'heure. Et je suis sur une partie qui est restée inclinée, un peu comme ça, la voiture en équilibre là. Et le L, dans l'autre sens,
c'est ça qui s'est complètement effondré. Et là, je me dis qu'il faudrait que je recule parce que ça va peut-être complètement s'effondrer, la partie où je suis. Et j'essaie de sortir de cet endroit-là, et à ce moment-là, je suis plus dans une voiture, je suis comme dans une housse de couette. Et j'essaie de sortir, et j'y arrive pas. Donc je me réveille. Interprétation toujours la même. J'essaie de sortir de cette housse de couette, j'essaie de sortir de l'utérus maternel. C'est une naissance. C'est une naissance. Mais pourquoi? Parce que ça vient de s'effondrer. Pourquoi? Parce que le L. Encore mon père, qui est venu faire l'amour à ma mère, qui peut-être c'était le moment où il m'a conçu, mais quelque chose s'effondre du L. C'est-à-dire quoi? Peut-être que je tue le père, justement, dès l'intérieur de l'utérus maternel. D'ailleurs, au moment où je fais mes efforts pour sortir, je regarde de l'autre côté et je vois qu'il y a un bus qui est tombé dans l'autre partie du L, et que sur ce bus, on voit un cadavre de quelqu'un qui est en salopette de travail. Donc je me dis que c'est des ouvriers qui devaient travailler au pont, et que c'est peut-être pour ça que le pont s'est effondré. Des ouvriers qui travaillent à ce pont, c'était peut-être bien mon père au travail de me concevoir. Ce qui est inconcevable. J'aurais préféré me concevoir tout seul. Avec ma mère, bien entendu. Ce que j'ai appelé depuis un moment l'Oedipe archaïque. Donc on retrouve la même fonction du L. Et vous voyez, j'ai à peu près résolu le problème que je me posais en commençant cette vidéo. Je l'ai résolu parce que je vous en ai parlé. Je l'ai résolu en parlant. Comme quoi je suis analysant. En faisant ces vidéos. Parce que j'avais en écrivant mon rêve, j'avais déjà trouvé la plupart des interprétations, mais le complément m'est venu en vous parlant. Et avec ce projet que j'avais, c'est ça le projet théorique, de comparer les deux L. Et effectivement, c'est intéressant de voir que pratiquement dans presque tous mes rêves, je retrouve cette structure. C'est-à-dire cette structure de la scène primitive ou de l'Oedipe archaïque qui consiste à se retrouver donc dans le ventre de la mère pour se concevoir soi-même. Là, j'y ajoute une dimension, et en même temps, tu es le père qui est en train de me concevoir pour pouvoir prendre sa place. Et naître, avec les deux mouvements. Il y a le mouvement de vouloir revenir dans l'utérus, c'est franchir le petit muret dans un sens, et puis ensuite naître, franchir le petit muret dans l'autre sens. Et puis dans l'autre partie du rêve, rentrer avec la voiture dans le L, comme je suis rentré dans l'ascenseur dans le rêve de mon frère Michel, pour ensuite en ressortir. Avec cette histoire de housse de couette qui fait bien plus penser à un utérus qu'une voiture. Mais ça revient un petit peu au même. D'ailleurs, une voiture, c'est aussi un substitut phallique, exactement comme un vélo. Une voiture, ça ne se met pas entre les jambes, mais c'est un instrument de puissance. C'est en ce sens-là que c'est la même chose finalement qu'un vélo. Alors là, dans le deuxième rêve, il n'y a pas d'allusion à mon frère Michel. Bon. Des fois il y est, des fois il n'y est pas. De toute façon, c'est un rival au même titre que mon père. C'est pour ça que dans le rêve du vélo, il peut être là simplement par métaphore de mon père, mais aussi parce qu'il y a eu cette tentative de viol, ou viol. Je ne le sais pas. Je suis encore comme les scientifiques, qui cherchent la réalité du fonctionnement de l'univers. Les hypothèses, ça va 5 minutes, mais il faut ou une bonne théorie, ou de bonnes observations. On a une bonne théorie, mais elle ne marche pas. On a de bonnes interventions, de bonnes observations, qui justement démontrent que la théorie ne marche pas pour ce truc-là. Bon, moi, ma théorie a l'air de marcher, mais je ne sais rien de la réalité, contrairement aux physiciens qui essaient de trouver la réalité de l'univers. Et vous remarquez que je parle de réalité et non pas de réel. Parce que dans tous ces rêves, là, que je viens de raconter, il n'y a pas une once de réel. Il y a d'autres rêves dans lesquels il y en a plein. Il n'y a même que de ça. Et c'est là où la structure n'est pas exactement la même d'un rêve à l'autre. Je pense à un rêve que j'ai déjà publié sur Facebook, où je passe mon temps à descendre des saloperies du grenier
des vieux trucs, des machins qui encombrent, etc., que je ne peux absolument pas définir, ben ça c'est le réel. Hein. Alors dans les rêves que je viens de vous raconter, je peux définir absolument chacun des éléments du rêve. Et je peux donner une interprétation à chacun. Hein. Le cadavre de l'ouvrier, là, qui pourrait être un détail, ah ben oui, il y a un effondrement de pont, il y a eu des victimes, mais non, il est trop précis ce cadavre. Il y a même, je sais même qu'il est habillé avec une combinaison d'ouvrier, hein, qui me fait penser à travail. Donc travail du rêve, travail de la conception. Alors que dans le rêve où je descends plein de choses, mais que je ne sais pas décrire, et dont il faut que je me débarrasse parce qu'elles m'encombrent, le réel m'encombre, hein. Il ne m'angoisse pas, il m'encombre, c'est très différent. Et là, la réalité, par contre, m'angoisse, parce que c'est le risque de castration qui est dans le dépapillonnage de mon frère, ou dans le grondement de la voix du guide qui est mon père, qui est mon chef de service. Donc là, chaque élément peut être traduit. Tandis que quand je parle du réel, eh bien, les éléments que je descends à la poubelle, je ne peux pas les traduire autrement que par « ça m'encombre, il faut que je le descende à la poubelle ». Je ne sais pas ce que c'est. Ça reste de la matière noire ou de l'énergie noire. Mais c'est là, de la même façon que les scientifiques peuvent dire « il y a quelque chose que nous appelons provisoirement l'énergie noire et la matière noire ». Là, il y a quelque chose que j'appelle, parce que je ne sais pas l'appeler autrement, le réel, mais à distinguer de la réalité. Hein. C'est vraiment pas du tout la même chose. Post-scriptum. J'ai oublié un truc. Enfin, c'est pas post-scriptum, c'est post-oratum. Horatium. Aura quelque chose. Au moment où je m'interrogeais sur cette histoire de elle et que je caressais le projet d'en faire une vidéo, il m'est venu de dessiner mes deux L pour me clarifier les idées. Et en les dessinant, il m'est venu l'idée que ça ressemblait au schéma que m'avait fait une analysante chinoise pour m'expliquer un de ses propres rêves. Alors, ça a donné ça. C'est des schémas pour moi, c'est pas très visible. Mais je vous refais tout à l'heure les schémas correctement. Là, vous avez le schéma de l'ascenseur avec mon frère, son vélo, les papillons de vélo, moi dans le fond du L. Et là, le dessin qu'avait fait mon analysante chinoise. Et ici, c'est mon troisième rêve, où on voit le pont effondré, toujours en forme de L. Avec la plage ici, et le supposé bateau avec son ombre, et mon trajet qui franchit le muret dans un sens, puis dans l'autre sens. Ce qui est étonnant, c'est que je suis allé vérifier après le dessin de mon analysante chinoise. Et ce dessin n'est pas exactement le même. Ma mémoire l'a transformé. Voilà le dessin exact de l'analysante. Pour m'expliquer un rêve où donc il y a deux pièces dans son appartement qu'elle définit comme son moi, et il y a elle et sa mère à côté. Et je lui ai demandé pourquoi elle avait dessiné ces espèces d'encoches. Elle m'a dit c'est les portes. Je lui ai demandé pourquoi vous les avez dessinées comme ça. Elle comprend tout d'un coup. Elle dit oui, la porte est vers l'intérieur dans la partie moi. C'est j'ai un vagin pour l'extérieur. Je suis une femme. Mais pour ma mère, ça va à l'intérieur. J'ai un phallus pour la niquer. Ça ressemble assez finalement à cette espèce de moi, là aussi, à une espèce d'utérus dans laquelle elle est pour niquer sa mère, pour se mettre au monde. On retrouve vraiment la même structure, quelle que soit la culture, la langue, et d'ailleurs l'analyse avait lieu en anglais avec elle. Mais donc ma mémoire a modifié son dessin pour le faire correspondre à mon dessin, parce que j'en avais envie. Mon désir m'avait fait penser que c'était semblable et il l'a transformé. Et pourtant,
il y a véritablement une similitude. Si ce n'est pas une similitude de forme, c'est une similitude de structure dans la signification de ce fantasme, fantasme de scène primitive. Avec fantasme de castration, puisque d'un côté elle est castrée, mais bien entendu de l'autre elle a gardé un phallus. De même, moi avec mes papillons de vélo, d'un côté je suis castré, mais de l'autre je veux quand même bien rentrer dans le ventre de maman. Soit avec mon corps tout entier, soit avec mon phallus, qui est peut-être bien mon vélo aussi, avec mon frère en substitut de moi-même, interprétation supplémentaire, pourquoi pas, hein. Mon frère métaphore pour pouvoir dire c'est pas moi c'est l'autre, et des difficultés à rentrer de mon vélo dans maman parce que c'est interdit, tout comme aller sur la plage. Grondement du guide. Vous voyez qu'on peut superposer les interprétations d'un rêve, elles sont toutes les bonnes. Hein, l'important, c'est juste de s'autoriser à avancer dans ce que le rêve nous fournit comme élément. Alors, j'avais travaillé dans mes vidéos précédentes la question du signifiant chez Lacan. Et là, j'avais conclu qu'on ne pouvait pas conclure, puisque les définitions de Lacan sont beaucoup trop contradictoires ou floues pour qu'on puisse dire exactement ce que c'est que le signifiant. Bien sûr qu'un lacanien vous répondra, c'est ce que représente un sujet pour un autre signifiant, qui est une définition que j'ai déjà discutée, mais qui est une définition qui se mord la queue, puisqu'elle ne renvoie à rien d'autre qu'à elle-même. Alors, est-ce que le signifiant, effectivement, ne renvoie qu'à lui-même? Non, il renvoie aussi à des choses de la réalité, qui sont désignées par des mots, mais qui peuvent être dessinées en images, et qui peuvent être écrites par des caractères chinois, par exemple. Et parfois, le signifiant chez Lacan, c'est quelque chose qui résonne, c'est-à-dire quelque chose qui s'entend. Parfois, c'est quelque chose qui est écrit, comme le caractère chinois, puisqu'il donne le caractère chinois comme l'exemple le plus parfait du signifiant. Le caractère chinois ne résonne absolument pas, puisqu'il représente un concept ou un objet, mais il ne représente pas les sons, même si c'est associé aux sons, puisque tout chinois sait comment le caractère se prononce. Mais ce ne sont pas la transcription de sons comme le son de lettres alphabétiques. Donc de temps en temps ça résonne, de temps en temps ça résonne pas, c'est de l'écriture. Et puis il nous dit aussi par exemple qu'un lapsus c'est à lire. Ça ne se lit pas du tout un lapsus, ça s'entend, c'est clair. Mais pourquoi est-ce qu'il nous ramène ça à de l'écriture? La seule façon que j'ai de le comprendre, de façon à le rendre cohérent pour ma compronote, c'est que un lapsus renvoie à quelque chose qui est dans la mémoire. Quelque chose qui est dans la mémoire vient traverser ce que je suis en train de dire pour me faire dire autre chose. Et encore une fois, pas tout le temps. Parfois, ça peut être juste une torsion de son, au sens où j'inverse 2 syllabes, mais parce que je veux aller trop vite, et ça ne signifie pas plus que ça. Hein. Tout lapsus n'est pas toujours une manifestation de l'inconscient. Ça peut être une manifestation d'une phonation difficile sur le moment parce que je veux aller trop vite ou quelque chose comme ça. Et un lapsus ne serait donc à lire parce que quand c'est un vrai lapsus, quand par exemple, au lieu de dire mon épouse, je dis ma mère, ou l'inverse, là ok, complexe d'Oedipe. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, écrit dans ma mémoire. On peut dire qu'il est écrit. C'est une analogie au sens où les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais ça ressort là dans une parole. C'est lu au sens où c'est moi qui le lis. Donc ce n'est pas la personne qui m'écoute qui peut le lire, c'est moi. C'est moi et je le fais résonner et une personne peut m'entendre. Donc Lacan a l'art de sortir les formules choc qui épatent et qui fait qu'on les admet comme ça, ou on les rejette en bloc, et à ce moment-là on n'est pas lacanien. Moi je préfère les discuter, mais parce que ça épate, on peut rester sous l'hypnose, sous le choc de ce truc-là. Ah ouais, un lapsus, c'est à lire. Parfois, donc, il appelle ce qui est écrit la lettre, mais comme on vient de le voir, pour lui, ce qui est écrit, ça peut être du signifiant, effectivement, il confond la lettre et le signifiant, jusqu'au jour où, dans littérature, il dit « je n'ai jamais confondu la lettre et le signifiant ». Donc, très difficile de s'y retrouver
dans les concepts qui ne sont donc pas des concepts, parce qu'un concept, ça doit avoir une définition précise, mais disons dans les notions de Lacan. Alors, c'est pour ça que je travaille mon rêve. Hein. Au lieu de travailler les textes toute ma vie, je renvoie à la pratique de l'inconscient. Que me dit l'inconscient là? Et j'ai un os de choix, c'est ma lettre L. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, il est clair que c'est un écrit, c'est un dessin. Dans mon rêve, je vois l'ascenseur, et quand je dois le décrire pour vous, pour un auditeur, il me vient qu'une chose, c'est le mot « L », qui ne m'est pas venu dans le rêve, évidemment, puisque je vois la cabine d'ascenseur de cette forme-là, je vois le pont effondré de cette forme-là. Mais c'est important que ça soit la même forme qui revienne et qui fait « elle ». Bon, mais à force de dire « elle », je finis par entendre « elle », le pronom personnel de la troisième personne au féminin. « Elle, ma mère ». Or, elle, la première chose à laquelle j'avais pensé, si vous vous en rappelez, c'était elle, la première lettre du prénom de mon père, Léon. Dans les deux cas, mais ça je l'avais déjà dit tout à l'heure, il y a comme une concaténation de mon père et de ma mère. C'est-à-dire le moment où ils sont réunis dans la baise qui m'a fait naître. Donc, les multiples interprétations de cette lettre, qu'on la lise comme une lettre, qu'on la voie comme un dessin, qu'on la fasse résonner comme un son, elle, dans tous les cas, elle ajoute quelque chose à la signification. Mais ce qui importe, c'est la signification, mais pas seulement le signifiant, qui au sens de Saussure s'entend, et pas au sens de Lacan, qui parfois, le signifiant ne s'entend pas, il se lit, il est à lire. Il m'est venu aussi autre chose, avec le temps, à force de travailler ses rêves, c'est la forme anatomique féminine. C'est-à-dire quand on voit une femme de profil et en découpe, on voit le vagin et l'utérus quasi perpendiculaires, ce qui fait une forme de L. Bien entendu, ça je ne le savais pas quand j'étais petit, puisque tout ceci, ces fantasmes de réunion de mes parents pour me concevoir, ce sont des fantasmes que j'ai eus enfant et qui me reviennent dans mes rêves. Ce n'est pas des conceptions de maintenant. Mais à ces conceptions anciennes se sont ajoutées tout ce que j'ai pu apprendre par la suite. C'est-à-dire le fait qu'un vélo, une roue de vélo, ça s'accroche avec des papillons, qu'un ascenseur, ça se ferme avec un rayon laser, que l'utérus féminin, il est perpendiculaire au vagin. Ce sont des choses que j'ai appris par la suite et qui viennent s'assembler comme des couches les unes sur les autres, mais au service de la signification. Une signification relativement multiple, ici, qui fait que si je suis dans le L comme me vient l'interprétation utérus maternel, eh bien, elle m'était déjà venue avant que je pense à cette représentation de l'appareil génital féminin, vu en coupe. Donc il ne s'agit pas de résumer cette lettre à un signifiant. Ce n'est qu'un outil au service d'un signifié et d'une signification. Le signifié étant la forme de l'ascenseur, la forme du pont effondré, la signification étant l'utérus maternel ou le nom de mon père en tant qu'il est venu me donner mon nom. Auguste, je le rappelle, nom de son père à lui, transmis par lui, qui vient donc faire conception, puisque il ne s'agit pas seulement de concevoir un enfant par la chair, il ne s'agit pas de fabriquer seulement un bout de chair, il s'agit de fabriquer quelqu'un avec un nom et un prénom, et donc une histoire archaïque sur plusieurs générations. C'est tout ça qui est condensé dans cette série de rêves. Et si on regarde bien le dessin de mon analysante, outre le fait qu'il représente la mère et la fille dans la contiguïté de la mère, là,
exactement comme le phallus de sa mère, mais avec un phallus pour niquer sa mère, eh bien le phallus qui fait un petit téton qui rentre, un petit phallus qui rentre à l'intérieur de la pièce marquée mère, fait exactement, à peu près la forme d'un L plus ou moins distordu, effectivement. C'est ça que j'avais retenu dans ma déformation de mon souvenir de ce dessin, où l'on voit donc que la deuxième branche du L, c'est un phallus, et que quand je suis à l'intérieur, eh bien, je peux être un spermatozoïde à l'intérieur du phallus de mon père, le L Léon. Je peux également être le phallus écroulé, effondré, donc castré par la naissance. Lieu et place où je trouve aussi le cadavre de mon père, que j'ai remplacé, puisque dans l'ascenseur, je me mets à cette place. Bon, voilà, l'essentiel, ce sont toutes ces significations, autour de la conception, la sexuation, la transmission d'une histoire. C'est pas le problème du langage comme tel, mais du message qui fait feu de tout bois, son, dessin, écriture, pour fabriquer le message.